Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui dans le 5e arrondissement en compagnie d'Elisabeth Pelcé. Bonjour Madame Pelcé. Bonjour. Je suis avec vous aujourd'hui pour parler d'un projet bien spécial qui est à destination des victimes, notamment d'attentats. On va parler du musée mémorial. Alors pour une petite introduction, je tiens à préciser que vous êtes la première déléguée interministérielle d'aide aux victimes. Aujourd'hui, vous êtes présidente du projet de préfiguration du musée mémorial. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce projet a vu le jour et dans quel but ? Alors effectivement, j'ai été déléguée interministérielle à l'aide aux victimes entre 2017 et 2020. Et aujourd'hui, je suis la directrice générale de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme. Et son président, c'est l'historien Henri Rousseau. Pendant que j'étais déléguée interministérielle, a commencé la réflexion sur une politique mémorielle en faveur des victimes d'attentats. Et donc, un comité mémoriel s'est réuni avec des personnalités venant d'horizons très divers pour réfléchir à une politique mémorielle globale, cohérente, d'ensemble. Et plusieurs pistes ont été présentées et toutes adoptées par le président de la République. Il y avait 14 propositions, parmi lesquelles, par exemple, enregistrer les grands procès historiques en matière de terrorisme, insérer dans les chapitres d'histoire, de philosophie, l'enseignement du terrorisme, pouvoir aussi choisir une date de commémoration qui rassemble toute la nation et qui aussi mobilise les ambassades à l'étranger, les préfectures, pour que les victimes françaises à l'étranger soient parfaitement intégrées au dispositif. Et il y avait 5 propositions concernant la création d'un lieu de mémoire, un musée mémorial du terrorisme. C'est un projet qui est en construction depuis 2020, si je ne me trompe pas. À partir de quand est-ce qu'on peut espérer voir la fin des travaux et le début de l'ouverture de ce projet ? Alors, vous avez raison de rappeler que c'est un projet qui, depuis plusieurs années, se construit, puisque, en fait, dès 2018, le président de la République, aux Invalides, annonce que la création de ce musée mémorial se fera. Puis ensuite, le Premier ministre de l'époque confie une première mission de préfiguration en 2019 à Henri Rousseau. Et en 2020, il est annoncé au Trocadéro, lors de la première commémoration du 11 mars, que le musée mémorial du terrorisme trouvera une issue en 2027, puisqu'il sera ouvert à cette date-là. Et 2021 marque une étape importante puisque c'est le choix du lieu de Suresnes, d'implantation, et le communiqué de l'Élysée annonçant ce choix valorise le fait qu'il soit implanté sur le Mont Valérien, symbole de la résistance et aussi de la résilience. C'était la question que j'allais vous poser justement. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce lieu concrètement et comment est-ce que ce symbole de résistance et de résilience apparaît ? Alors ce lieu en fait a été proposé par l'État à la mission de préfiguration du musée mémorial. C'est une école de plein air construite en 1935 par 2 architectes extrêmement connus, Baudouin et Lotz, qui ont fait d'autres grandes œuvres architecturales comme la Cité de la Muette à Drancy ou la Maison du Peuple à Clichy. Et c'est un lieu qui appartient à l'État et qui est classé monument historique. Dès que nous l'avons vu, nous avons été enthousiasmés par le lieu parce qu'il représente exactement ce qu'on espérait et on avait décrit un lieu idéal sans avoir vu l'école de plein air de Suresnes.
Ce qu'on voulait, c'était un lieu à taille humaine, un lieu entouré d'un parc, parce que le sujet qu'on traite est un sujet difficile, lourd, et qu'il est nécessaire que les visiteurs puissent aussi respirer, entre guillemets, une fois cette visite accomplie. Et puis, c'est aussi un lieu qui n'est pas celui d'un attentat spécifique. Et ça, on avait beaucoup insisté, puisque notre ambition, c'est de faire un musée mémorial avec une dimension universelle, qui ne soit pas un musée de site, ce qu'on appelle, comme on en retrouve parfois, si vous pensez à New York, c'est un musée de site. Là où les tours jumelles se sont effondrées en 2001, le musée a été construit, ou encore en Norvège, là où le quartier gouvernemental a été attaqué, ou l'île d'Utøya, qui a été le lieu où le terroriste a accompli toutes les tueries qu'il a faites, eh bien nous étions dans une perspective différente. Choisir un lieu qui ne soit pas le lieu d'un attentat. C'est aussi un lieu qui, architecturalement, se prête parfaitement au musée mémorial, puisque il est composé à la fois de 2 grands plateaux qui peuvent accueillir l'exposition permanente et les expositions temporaires, et aussi de pavillons où pourront avoir lieu des activités pédagogiques, les réunions des associations, et surtout le mémorial, puisque ça va être un des pavillons qui est situé au centre de ce lieu, qui serait le mémorial accueillant tous les noms des victimes décédées. Quelle sera la place des victimes, du grand public, des proches des victimes dans ces lieux ? Alors en fait, on a conçu l'exposition permanente comme étant à la fois un récit historique sur 5 décennies, 50 ans d'histoire du terrorisme, pour montrer à quel point la France a été frappée à de multiples reprises par ce que l'on appelle cette violence de guerre en temps de paix, et par ce mode opératoire qu'est le terrorisme, à travers différentes vagues. Terrorisme d'extrême droite, terrorisme d'extrême gauche, terrorisme régionaliste, terrorisme djihadiste, terrorisme sponsorisé par des États. Donc il y a cette fresque historique importante avec une rétrospective sur les anarchistes, sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le terme est employé pour désigner les résistants par l'occupant allemand, et aussi la guerre d'Algérie. Mais ça, c'est la partie rétrospective. Dans ce récit historique des 50 décennies, la voix des victimes irrigue le parcours en permanence, à travers des témoignages, les dons des victimes, à travers des films dans lesquels on leur donne la parole. Et il y a aussi la réaction des sociétés, tout au long de cette même période, qui montre à la fois comment notre société s'est adaptée avec des plans de sécurité, avec les plans Vigipirate, avec le mobilier urbain qui a changé, avec dans les aéroports le fait que des mesures de sécurité soient instaurées, mais aussi toute la dimension, par exemple, procès judiciaire, qui finalement est une part très importante de l'adaptation de notre société au terrorisme, avec des grands procès comme on en a connu notamment ces dernières années, mais aussi les réactions des médias, l'apparition des réseaux sociaux. Donc une évolution considérable sur ces 50 dernières années qui intéresse le visiteur. Le grand public, bien sûr, sera intéressé par ce parcours, mais il est aussi destiné à tous les scolaires qui vont venir. Et on sait qu'il y aura beaucoup d'écoles qui seront intéressées. On le sait parce que les générations actuelles vivent avec le terrorisme qui a frappé à de multiples reprises. Et des générations nouvelles ne connaissent pas forcément des actes terroristes anciens, ne connaissent pas forcément des actes terroristes commis à l'étranger où il y a eu des victimes françaises, et il faut qu'ils s'imprègnent de cette dimension. Et quand on parle de résistance et de résilience, c'est aussi montrer comment des victimes ont été capables de reprendre en main leur vie, de se reconstruire. Et là, le lieu de connaissance à travers le musée et le lieu de reconnaissance à travers le mémorial participe
à cette activité de connaissance indispensable pour les générations actuelles. Donc il y a un parcours qui est destiné à la partie historique et même la partie sociale des attentats. On retrouve aussi une partie en rapport avec la mémoire, notamment la mémoire des victimes. Comment est-ce qu'on introduit un dialogue entre l'histoire collective, qui nous appartient à tous, et l'histoire singulière, individuelle, des victimes directement touchées par les événements ? Alors, la question de la mémoire individuelle et de la mémoire collective, elle est au cœur du projet. Parce que s'il n'y avait pas de mémoire individuelle, il serait difficile de faire le lien avec la mémoire collective. Et la mémoire collective s'ancre dans l'incarnation que représente le quotidien fracassé des victimes. Déjà à travers les dons des victimes, qui sont nombreux, puisque on a reçu de multiples objets qui ont été remis par des victimes de toutes les époques, des époques qui se rapprochent des années 70 comme des époques très récentes, de toutes sortes de victimes. Je pense par exemple aux effets du père Hamel qui nous ont été remis par l'évêché de Rouen. Je pense à un masque fabriqué par l'enfant d'une victime à Nice qui traduit son traumatisme profond qu'elle a subi. Je pense à ce qui a été remis par des journalistes assassinés en Afrique, le Nagra qu'ils utilisaient pour faire leurs enregistrements, leurs cartes de presse. Vraiment une variété de dons qui retracent pour chacun une histoire singulière, mais qui rejoignent une histoire collective parce que la société entière a été touchée et qu'il y a toujours quelqu'un pour dire « moi je connais une victime qui était à tel endroit, qui était aussi présente dans tel ou tel lieu où une bombe a explosé ». Et la mémoire collective, c'est aussi la mémoire d'une société à travers tous les événements qui peuvent l'impacter. Par exemple, au moment des grands procès, vous avez la société entière qui vit au travers des journées d'audience, des comptes rendus qui sont faits, des témoignages qui sont portés. Et c'est aussi la manière dont se construit cette mémoire. Et le musée mémorial contribue à construire une mémoire collective parce qu'il rappelle des événements que la société pourrait avoir tendance à oublier. On a parlé des journalistes, on a parlé des victimes directement impactées par les événements. Est-ce qu'il y a une place également qui est octroyée aux primo-intervenants et notamment à tout ce qui est psychotraumatisme vicariant, qu'on entend de plus en plus dans le langage commun, autant pour ces primo-intervenants que pour également tous les membres de la société, puisqu'on sait qu'il y a des répercussions, même au travers des informations qu'on peut voir à la télé, sur la population de manière générale. Alors oui, il y a tout à fait une place réservée dans le parcours permanent tel qu'on l'a imaginé, à la fois aux primo-intervenants et à tous ceux qui finalement arrivent sur une scène d'attentat. C'est un espace assez intéressant parce que on mêle à la fois la notion de vacarme et la notion de silence. Le vacarme, c'est le bruit des explosions, le bruit des sirènes, des véhicules de secours, des ambulances, de la police, la clameur qui peut résulter de l'effroi, et le silence qui est celui de la sidération qui suit immédiatement une scène d'attentat, mais aussi le silence que l'on peut faire dans une minute de silence, le silence de la mort, le silence des cimetières, le silence... Toute cette perception qui entoure un attentat va être aussi traduite par l'exposition d'une manière particulière. Et dans cet espace, il y aura une référence à tout le travail des primo-intervenants et on a voulu aussi l'étendre à des exemples étrangers. Parce qu'en fait, ce qu'ils vivent, primo-aidants, primo-intervenants, c'est la même chose partout là où ils interviennent. Et donc, on a cette idée de faire résonner aussi à l'international cet aspect de leur travail. Et puis, sur l'aspect psychotraumatisme, stress post-traumatique, société aussi touchée par le traumatisme, au-delà des victimes directes et des proches, il y aura tout un espace qui sera consacré au traumatisme et qui permettra aussi de donner la parole
à des médecins qui notamment interviennent avec une chirurgie de guerre, puisque c'est ce qu'on a observé dans l'évolution des pratiques chirurgicales, et qui montre aussi à quel point on peut être impacté et affecté par un traumatisme qui, peu à peu, gagne en fait l'ensemble de la population. En même temps, on veut donner quand même de l'espoir. On ne veut pas non plus faire de ce lieu un lieu mortifère, un lieu qui soit chargé d'une atmosphère qui ne donne aucune espérance sur la société. D'abord, on peut prendre en charge le stress post-traumatique sur le plan médical, sur le plan psychologique. Par ailleurs, on peut aussi se reconstruire avec l'art-thérapie, avec toutes sortes de moyens qui sont maintenant développés. Et on va donner des exemples, notamment à travers la création artistique, qui est forte et qui est vraiment un exemple particulièrement important. On va aussi montrer ce que c'est que le traumatisme des enfants, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi des caractéristiques spécifiques, et notamment à travers des enfants qui ont été touchés à Nice par le traumatisme de l'attentat du 14 juillet 2016. Et donc il y a tout cet aspect qui se termine dans le parcours par vraiment la notion aussi de reconstruction, de reprise en main, d'espoir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais les témoignages de ceux qui ont surmonté, parfois au terme de longues difficultés, seront présents pour que le visiteur, quand il sort de l'exposition, il ait aussi cette capacité à se dire que la société française a tenu, qu'en premier lieu, le courage des victimes doit être salué, mais que toute la société a tenu face à l'adversité. Vous avez évoqué tout à l'heure la partie commémoration de ce musée mémorial et j'ai pu noter que sera inscrit les noms de toutes les victimes d'attentats depuis 1974. Est-ce qu'il y a une raison pour le choix de cette date en particulier ? Alors, on a choisi cette date de 1974 par référence au décret sur l'octroi de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme qui retient cette date. Et en fait, elle avait été choisie après une consultation de l'ensemble des associations de victimes, puisque au départ, le décret prévoyait que c'était à partir de 2006 seulement qu'on pouvait obtenir cette médaille. Donc, c'était intéressant pour nous de reprendre finalement cette date. C'est l'attentat commis par Carlos au drugstore Publicis le 15 septembre 1974, qui aussi marque le début de la mondialisation du terrorisme à l'international, et donc qui aussi est une année extrêmement marquante, 74, sur le plan des connexions entre différents groupes terroristes de par le monde. Le mémorial va donc avoir les noms des victimes françaises décédées à l'étranger depuis cette date, mais le nom de toutes les victimes décédées sur le sol français depuis cette date. C'est important de le dire aussi. Et l'idée de construction du mémorial s'est faite en co-construction avec les associations de victimes, qui sont associées au projet de multiples façons, mais particulièrement pour le mémorial, puisqu'elles ont rédigé le cahier des charges avec d'autres acteurs présents autour de la table, et que le ministère de la Culture a accepté d'assouplir les règles habituelles pour la présence au sein de la commission artistique en y incluant 5 associations de victimes, dont la FENVAC. Et c'est important parce que ça veut dire que l'artiste qui sera choisi lorsqu'il y aura le concours qui sera lancé aura en main les souhaits des victimes pour ce lieu de mémorial qui pourra être un lieu de commémoration, puisque ça a toujours été conçu de cette manière, soit la commémoration nationale du 11 mars, soit des commémorations plus individuelles, plus en lien avec des attentats précis, puisqu'on sait que certains n'ont pas de lieu de mémoire. Et c'est important qu'il y ait ce lieu universel et national qui soit offert aux commémorations. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que
Le lien entre musée et mémorial est très important et c'est pour ça que le site de Suresnes s'y prête très bien parce que dans le parcours permanent de l'exposition, on a prévu un mur avec les portraits des victimes décédées en lien avec les noms du mémorial. Donc toujours on a pensé le lieu comme étant un lieu qui associe musée d'histoire et de société et mémorial. Lieu de connaissance, lieu de reconnaissance. Et le pavillon dans lequel le mémorial se trouve est visible de tous les côtés du musée. Et dès qu'on rentre, on le voit en diagonale et en perspective. Donc c'est vraiment le lien entre ces deux aspects qui est très important, parce que des mémoriaux, il y en a partout. Il y a des plaques, il y a des stèles, il y a des rues qui portent des noms, il y a des plaques dans des ambassades à l'étranger. Mais un musée et un mémorial, il n'y en a pas. Et c'est en ça aussi que c'est un musée mémorial unique et qui contribue à la mémoire collective dont on parlait tout à l'heure, parce que mémoire et histoire sont très liés et la mémoire est constitutive de notre identité. C'est une part de notre histoire à nous tous qui est essentielle. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.